Charlotte Dornelas, hier, deux juges d'instruction, et ce que vous allez nous dire est inédit ce soir. Deux juges d'instruction dans leur ordonnance de mise en accusation qui ont décidé de renvoyer le policier qui a tiré sur Nahel devant la cour d'assises afin qu'il soit jugé pour meurtre, ce que le policier et son avocat contextent. Expliquez-nous. En effet, alors hier, il y a je vais rendre à César, le journaliste d'Europe 1, William Molinier, qui avait commencé à expliquer la chose en disant que c'était stupéfiant. Alors j'ai lu les 55 pages et je confirme, c'est stupéfiant. D'abord, l'exposé des faits qui existe donc dans ce document, revient sur une séquence qui disparaît ensuite pour ne laisser place qu'à l'analyse de la seconde où le policier a tiré. Je m'explique, il y a eu une course-poursuite, les policiers ont poursuivi, ils ont demandé de s'arrêter. Nahel a redémarré à plusieurs reprises, il a failli renverser, voire tuer, et c'est écrit comme ça. Tout un contexte capital. Voilà, des piétons, etc. Arrive le moment où il est bloqué par des voitures, les policiers descendent, lui demandent de s'arrêter, il redémarre la voiture et c'est à ce moment-là que le policier tire. Tout ça est parfaitement expliqué, simplement le moment du tir est ensuite analysé indépendamment de ce contexte, ce qui est quand même assez original. Donc il y a le récit d'abord des parties. Après l'exposé des faits, il y a le récit des parties. Le récit des policiers depuis le premier jour ne varie pas. D'abord, il est similaire entre les deux policiers et il ne varie pas. Les parties civiles, c'est-à-dire les deux passagers qui étaient dans la voiture, eux, alors expliquent qu'ils sont montés dans une voiture. L'un connaissait Nahel Merzouk, l'autre ne le connaissait pas. Il avait 14 ans, le passager qui était derrière. Il monte dans la voiture parce que Nahel est le seul à savoir conduire. Il a 17 ans, mais il sait conduire. Il a déjà été surpris pour ça d'ailleurs. Et ils partent faire un tour, je cite. Et le récit du moment où Nahel meurt avec le tir du policier est raconté par ces deux personnes qui se contredisent parfois elles-mêmes en fonction des auditions et qui sont démenties par les experts. Et on en avait déjà parlé rapidement. L'autopsie dit non, Nahel n'a pas reçu de coup de crosse, ça aurait laissé des traces et le médecin légiste est formel, il n'y a pas les traces sur le visage de Nahel d'un coup de crosse. 2, il y a l'expertise automobile. Non, Nahel n'a pas redémarré simplement en lâchant le frein parce qu'il était sonné par les coups des policiers. Je cite, il a fallu 4 actions volontaires consécutives pour redémarrer le véhicule. Donc Nahel Merzouk a redémarré volontairement alors que les policiers lui demandaient une énième fois de s'arrêter. 3, il y a l'expertise balistique. Très important. Non, le policier n'a pas tiré avant qu'il ne redémarre. Le tir a même été dévié par le mouvement du véhicule, nous précise l'expert. Et accessoirement, les policiers n'ont pas non plus menti, comme le laissait entendre la plainte déposée par la mère de Nahel Merzouk et surtout son avocat qui défilait sur les plateaux de télévision pour accuser les policiers d'avoir menti en les poursuivant pour faux en écriture publique. Il n'y a pas de faux en écriture publique, tout simplement. Et ce document le rappelle encore une fois, il n'y a jamais eu d'écriture publique. Tout simplement. Mais ni ces faits, ni les états de service absolument impeccables et récompensés du policier, en l'occurrence qui a tiré, ne pèsent jamais dans la balance de son intention. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas pour la justice de savoir si Nahel avait mérité ou non de mourir. Ça n'est certainement pas l'enjeu de ce procès. La seule chose qui est étudiée par les juges d'instruction, c'est de savoir si, oui ou non, le policier avait une intention homicide. Est-ce qu'il avait l'intention de tuer sans aucune raison légitime? Et malgré tout ce contexte, les juges répondent que oui. Mais comment le justifie-t-il alors que le récit était juste, qu'ils n'ont pas menti et que la conduite de Nahel a été reconnue dangereuse avant ce tir? Alors, les juges d'instruction répondent « il y a eu intention de donner la mort ». Je vais citer largement le rapport, parce que comme ça, tout le monde va comprendre pourquoi j'étais un peu étonnée. Certes, ouvrez les guillemets, le redémarrage du véhicule a eu un impact sur la trajectoire du tir et ces éléments étaient vraisemblablement de nature à corroborer les déclarations du policier. Vous savez, le policier disait « j'ai essayé de viser le bas du corps de Nahel Merzouk et la voiture bougeant, la balle est remontée ». L'expert valide ça, les juges l'inscrivent, mais qu'importe. Pourquoi est-ce qu'il y avait intention homicide? Les juges expliquent. 1, parce que le policier avait une arme létale entre les mains. En effet. 2, parce qu'il a tiré quasiment à bout portant. En effet, il était contre la voiture. 3, il n'y avait pas de visibilité sur la partie basse du corps. Alors on peut imaginer que le policier savait où se situait la partie basse du corps par rapport à la partie haute du corps qu'il voyait. On peut l'imaginer. Et donc, de ces 3 éléments, les juges déclarent qu'il y avait intention de tuer, quand bien même le tir a été dévié.
2, il n'y avait pas de légitime défense. Et le policier a évoqué un cas de légitime défense. Je cite encore, les investigations n'ont mis en évidence ni coup de volant, ni risque d'écrasement. Et ce qui précède, c'est-à-dire la course-poursuite, ne compte pas, ouvrez les guillemets, au moment où le tir est réalisé, le véhicule ne constitue un danger ni pour l'intégrité des fonctionnaires, ni pour celle des autres usagers de la route. Donc il fallait deviner que pendant 3 minutes, il avait failli tuer plusieurs personnes, mais que là, ça allait s'arrêter subitement. Il fallait le deviner au moment, en effet, où le véhicule est à l'arrêt et redémarre assez lentement. À ce moment-là, en effet, le risque n'est pas constitué. Mais la jurisprudence de plusieurs cours jusqu'à la CEDH évoque la sensation de danger. Si le policier estime légitimement, raisonnablement qu'il était en danger ou que d'autres l'étaient, alors on peut lui donner droit. Eh bien, elle est balayée par les juges d'instruction comme le contexte. Je cite, « Il ne peut pas être soutenu que les fonctionnaires aient senti une situation de danger ». Donc non seulement les juges disent « il n'y avait pas de danger objectivement », mais en plus ils jugent le sentiment des policiers à ce moment-là. Troisièmement, sur le code de la sécurité intérieure, également, les policiers ont dit « Le code de la sécurité intérieure, je cite, permet de tirer lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite, de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. » Sur ce point-là, le parquet, souvenez-vous, il y a quelque temps, le parquet avait expliqué que les policiers avaient d'autres choix. Ils auraient dû tirer dans les pneus. On avait entendu un gros éclat de rire général de tous les policiers de France qui avaient dit « Vous pouvez essayer de tirer dans un pneu, ça n'arrête pas une voiture instantanément. » Alors les juges d'instruction se sont adaptés. Ils ont changé. Ils ont dit oui, en effet, il y avait autre chose à faire. Je cite, « Des renforts se trouvaient à proximité immédiate du lieu de contrôle. » Le policier lui-même avait dit pendant ses auditions qu'il avait parlé à la radio en expliquant la course-poursuite, qu'il avait implicitement appelé les renforts à venir en aide, mais qu'il fallait réagir extrêmement rapidement. Les juges répondent, il fallait les attendre, et tant pis pour le piéton suivant qui risquait d'être renversé. Beaucoup de policiers ont exprimé leur colère ou leur découragement, Charlotte Dornelas, à l'annonce de cette nouvelle. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou bien les comprendre ? On peut les comprendre dans la mesure où cette situation, beaucoup y sont confrontés et qu'elle est clairement négligée. Je cite le document pour vous expliquer la situation et la manière dont elle est rédigée par les juges eux-mêmes. Très important. Ouvrez les guillemets. L'enquête diligentée permettait d'établir que le conducteur de la Mercedes conduisait sans permis de conduire et que lors de sa fuite, il avait mis en danger de blessures graves ou de mort les autres usagers de la route. L'exploitation de cette procédure de refus d'obtempérer et plus particulièrement la vidéoprotection attestait de la détermination du jeune Nahel Merzouk à échapper au contrôle des policiers. La Mercedes avait en effet manqué de percuter un cycliste, tandis qu'un piéton avait dû faire demi-tour en courant pour éviter d'être percuté. Cette procédure contenait par ailleurs divers témoignages de passants ayant souligné la dangerosité de la Mercedes conduite par Nahel Merzouk. C'est au terme de cette course-poursuite que les policiers interviennent. Et au moment du tir, je cite encore le rapport, l'expert affirmait que Nahel Merzouk avait effectivement cherché à partir en effectuant 4 actions successives pour redémarrer le véhicule, refusant ainsi d'obtempérer aux injonctions des fonctionnaires. Alors on a reproché, et c'est ce que reprochent les juges d'instruction, aux policiers de ne pas avoir suivi à la lettre la procédure qu'on apprend à l'école pour l'intervention. Il ne fallait pas se placer ici, mais un peu plus loin. Les policiers ont systématiquement répondu qu'ils avaient fait au mieux dans la situation qui était la leur. Ce policier répond tout simplement que l'urgence était de stopper le véhicule, raison pour laquelle il n'a pas attendu les renforts. Il regrette les conséquences de son tir, mais l'impute au comportement de la victime. Et il ajoute, et je pense que c'est important, c'est facile aujourd'hui de parler, de prendre le temps, de décortiquer seconde par seconde. J'ai estimé que c'était nécessaire pour répondre à la menace. J'ai appliqué un tir, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Aujourd'hui, il est poursuivi pour meurtre, renvoyé devant la cour d'assises pour cela. Alors, le risque, c'est quoi ? Il y a le risque pour lui, évidemment. Et la deuxième chose, c'est que ce que disent ses collègues, ils n'agiront plus, ils n'interviendront même plus, ils ne prendront plus le risque de choisir entre la mort d'eux-mêmes ou d'autrui et la prison. Et nous risquons de pleurer nos morts, ceux qui auront été percutés par des hommes qui continueront à refuser d'obtempérer. Quand vous regardez les décisions qui sont intervenues hier, vous avez de la prison ferme. Elles sont plus dures que celles de lundi. Oui, mais parce Peut-être que parce les que le garde situations des Sceaux est sont intervenu. différentes. Vous savez, ce que regarde le juge, c'est dans le cadre de la personnalisation, de l'individualisation de la sanction. Il regarde le dossier.
Et le garde des Sceaux, tout garde des Sceaux qu'il est, il ne connaît pas la situation de toutes celles et ceux qui sont renvoyés devant un tribunal. Donc il faut éviter, je pense, de commenter. Moi aussi, j'ai trouvé il a ces commenté la décision de justice, il n'aurait pas dû. Je trouve ces débordements tout à fait inadmissible, inacceptable, et la réponse pénale doit être ferme. Je suis contre le laxisme en la matière. Mais parler de laxisme, de la justice en permanence, de la part de responsables politiques, ça conforte aussi le sentiment que peuvent avoir les gens et qui ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Didier Migaud, les Français pensent que la justice est laxiste. Et quand on voit que des jeunes... Attendez, Didier Migaud, quand des jeunes vont avec du mortier d'artifice, place de la Concorde, et qu'ils tirent en direction de CRS, dans le cadre d'un événement aussi grave, aussi dangereux, et qu'ils ressortent libres, qu'on prononce que du sursis, vous comprenez que les Français s'interrogent. Pourquoi uniquement du sursis ? Je pense qu'il faut une réponse pénale forte. Bon, mais la justice n'est pas laxiste, contrairement à ce que l'on dit. Il n'y a jamais eu autant de détenus dans les prisons. Les peines de prison qui sont prononcées sont beaucoup plus importantes qu'elles ne pouvaient l'être hier. Bon, donc en revanche, la justice est lente. Les décisions de justice ne sont pas toujours exécutées. Lorsque, par exemple, une personne est condamnée à des travaux d'intérêt général, parfois il se passe 1 an, 2 ans avant que la peine soit exécutée. Ça, c'est inadmissible. Et est-ce que le sursis, c'est pas une façon aussi, un pis-aller face à la surpopulation carcérale ? Est-ce que vous reconnaissez que parfois les juges n'ont d'autre choix ? Moi, je suis pour des peines courtes que l'on puisse faire, mais ça pose le problème effectivement de la prison. Il faut des prisons, des établissements différenciés selon le type de délinquant. Je l'avais proposé d'ailleurs, je l'avais mis en avant quand j'étais garde des Sceaux, parce que aujourd'hui vous êtes confronté à une surpopulation carcérale. Si vous envoyez des jeunes comme ça pendant 2 mois ou 3 mois dans une maison d'arrêt qui est totalement surpeuplée, mais il va en sortir encore conforté dans la délinquance. Encore plus dangereux que quand il y est rentré. Peut-être que lorsqu'il y est rentré. Donc il faut réfléchir à tout cela. Il ne faut pas oublier que lorsque vous entrez en prison, à un moment donné, vous en sortez. Donc il y a aussi la question de l'insertion. Après la censure, TV Liberté subit de plein fouet une nouvelle attaque qui se veut mortelle. En 12 années d'existence, TV Liberté est devenue la première chaîne alternative de France. C'est un succès inédit, construit pierre après pierre, grâce à vous tous. 8,5 millions de vues mensuelles sur toutes nos plateformes. Plus de 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Plus de 1 million d'abonnés cumulés sur YouTube, entre la chaîne principale et nos formats courts. Une ascension fulgurante dans un univers médiatique verrouillé. Notre ambition était claire, marcher sur les brisées de la presse mainstream, c'est désormais une réalité en marche. Quand David affronte Goliath et que Goliath commence à vaciller. Mais ne nous leurrons pas, Goliath ne se laisse pas faire. Le succès de TV Liberté dérange. Notre liberté d'expression, nos révélations, nos coups portés à la Macronie et à l'extrême centre agacent les puissants. Résultat, nous sommes attaqués. La dernière salve est d'une violence inédite. Notre banque, celle qui nous hébergeait depuis 12 ans, vient de fermer l'ensemble de nos comptes sans préavis, sans justification, sans recours. C'est une attaque politique, un sabotage déguisé. Après les censures YouTube et l'ostracisme, nous sommes donc victimes d'une nouvelle forme de censure, la censure bancaire. Aujourd'hui en France, une banque peut rayer d'un trait de plume une structure légale, transparente, irréprochable au simple motif de lui nuire politiquement. Pas de faute, pas de procédure, pas de juge, juste le couperet, une exécution financière, une lettre de cachet moderne sur ordre politique. Cette opération a un objectif clair, nous empêcher de lancer notre campagne de dons. C'est donc un acte de guerre contre un média indépendant. Nous avons décidé de ne pas nous laisser faire, bien sûr. Depuis des jours, nous sommes tous mobilisés, avec une énergie incroyable pour trouver des alternatives et des solutions.
Depuis ce jour, vous pouvez faire à nouveau votre don à TVL en toute sécurité. Nous avons tenu bon. Nous avons trouvé des solutions, mais au prix de pertes financières importantes. Des centaines de dons ont été impossibles à faire. Nos donateurs, par prélèvement mensuel ou par virement mensuel, sont invités à tout refaire leurs documents de soutien. Cette opération de censure porte évidemment un coup dur à TVL, au plus mauvais moment, celui où nous devons boucler le budget 2025. Cette opération de censure sera un échec total si vous répondez présent. Amis, envoyez tout de suite un don à TVL en réponse à cet appel. En réponse à cet appel, résistez, ripostez, défendez une chaîne libre. Ce n'est pas du chiquet. L'avenir de TVL dépend de vous. Ce n'est pas du chiquet. TVL est entre vos mains. Je veux dire, Macron, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'en France que grâce à tout un système de contrôle des dégâts fait par les médias subventionnés, on essaye de faire croire que c'est un grand président, qu'il est écouté, que sa parole compte et que la France a une place dans la diplomatie internationale. La réalité, c'est que quand Trump, quand Erdogan, quand Poutine, même quand Starmer et même Merz, quand ils ont vu les images de Macron à la sortie d'avion, parce qu'ils les ont vues, ils ont fait ça. Ou ça. Et c'est tout. Et que la prochaine fois qu'ils vont voir Macron, ils auront juste en tête le « tiens, prends ça ». Il n'y a plus de place diplomatique quand le représentant d'un pays se ridiculise à ce point-là. Vous croyez qu'en France, les oppositions prendraient ça au sérieux et enfin engageraient une procédure de destitution? Je veux dire, Macron, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'en France que grâce à tout un système de contrôle des dégâts fait par les médias subventionnés, Nous vous parlons régulièrement sur Europe 1 des kidnappings concernant ces patrons spécialisés dans les crypto-monnaies. Encore dernièrement, les proches d'un entrepreneur avaient failli se faire enlever en plein jour dans Paris. Vous vous en souvenez? Eh bien, le principal commanditaire présumé a été arrêté à Tanger, au Maroc. Il était activement recherché depuis plusieurs semaines. C'est lui qui aurait notamment orchestré fin janvier le kidnapping de David Ballan, le cofondateur de Ledger. Arrestation saluée par Gérald Darmanin sur X, qui salue la coopération judiciaire entre la France et le Maroc. Son nom, Badis Mohamed Bajou. Bonsoir Jean-Baptiste Marty. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors qu'est-ce qu'on sait du profil de cet homme? Eh bien, il a 24 ans. Il s'agit d'un franco-marocain originaire du Chesnay dans les Yvelines. Il a été interpellé dans le nord du Maroc par les policiers locaux après plusieurs jours de filature. Une arrestation permise par l'exécution d'une fiche rouge Europol. Badis Mohamed Bajou était visé par plusieurs mandats d'arrêt internationaux émis par la justice française pour des faits d'extorsion en bande organisée et enlèvement et séquestration en bande organisée. Opération donc sensible, pilotée depuis la France par la DCIS, la direction de la coopération internationale de sécurité de la police judiciaire. Le suspect faisait partie des 10 Français les plus recherchés depuis plusieurs semaines. Il est soupçonné d'avoir commandité l'agression d'une femme de 56 ans à son domicile d'Elancourt dans les Yvelines en juillet 2023, mais aussi d'avoir orchestré l'enlèvement de David Ballan en janvier dernier, PDG spécialisé dans les crypto-monnaies. Une demande d'extradition du suspect devrait être formulée dans les prochains jours par les autorités françaises.